we will submit the original draft resolution to the Security Council. The resolution specifies the Palestinian state on the 1967 lines with East Jerusalem as capital. אנחנו נמשיך לעמוד בתוקף על האמת שלנו ונמשיך גם לדחות בתוקף את הניסיונות לכפות עלינו תנאים שיסכנו את ביטחוננו ועתידנו. People from all sides and parties will be discussed as a part of any draft resolution. But in terms of the specifics of this in its current form, we couldn't support it. Bonjour, bon réveil, vous avez choisi i24 News pour vous informer et vous avez raison parce que vous allez tout voir ce matin et tout savoir sur l'actualité. Alors dans l'actualité de ce mardi 30 décembre, c'est fait, les Palestiniens ont donc déposé la version définitive de leur projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, un texte qui réclame la conclusion d'un accord de paix avec Israël d'ici un an et un retrait des territoires d'ici la fin 2007, vote possible avant la fin de la semaine. Jamais 203, le Parlement grec a une nouvelle fois rejeté la candidature de Stravos Dimas à l'élection présidentielle grecque. Des législatives anticipées auront donc lieu le 25 janvier prochain, un scrutin qui pourrait porter au pouvoir le parti de la gauche radicale Syriza. Et à J-2 du Nouvel An, on retrouvera bien sûr en fin d'édition votre chroniqueur préféré Rudy Saada avec qui nous ferons un tour d'horizon du Web 2014. Il sera question de culture également avec le portrait d'un chef d'orchestre israélien. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Maurice Fergan, bonjour. Bonjour Cyril. Vous êtes levé ce matin encore aux aurores pour nous présenter les gros titres de la presse du Moyen-Orient. Alors on va démarrer, je crois, avec les canards israéliens qui se font largement l'écho d'une campagne électorale très mouvementée en vue des législatives du 17 mars prochain. Chaque jour nous apporte ces développements. Hier, c'était la corruption au sein du parti Israël Beiteinu. Aujourd'hui, c'est la démission d'Aryeh Deri, le président du parti orthodoxe séfarade, Shas. Alors là, c'est la nuit des longs couteaux au parti orthodoxe séfarade et la panique au sein de la direction après la scission qui a eu lieu entre les deux chefs de file du parti, Aryeh Deri et Eli Yishai. Maintenant, on a eu la publication des propos tenus par chef spirituel du parti, le rabbin Ovadia Yosef. Alors Ovadia Yosef avait déclaré, et on ne sait pas d'où viennent ces vidéos, mais il avait déclaré que Deri est un voleur et un insolent. Alors après la diffusion de ces vidéos, le chef du parti, Aryeh Deri, a carrément présenté sa démission. Alors le quotidien Israël Hayom se pose la question, est-ce un acte sincère ou une manœuvre et l'éditorialiste de révéler la teneur d'une rencontre secrète qui a eu lieu dans la soirée à Tel Aviv entre les leaders du parti Shas et leurs conseillers en relations publiques. Il a été décidé de tout faire pour parler du préjudice causé à Aryeh Deri et pas un mot sur le contenu. Apparemment, la manœuvre a marché. On passe à Yediot Ahronot qui s'intéresse aux primaires au Likoud qui auront lieu demain. Les 100 000 membres du parti vont voter pour constituer la liste de leurs représentants pour les prochaines élections et surtout, ils devront décider qui sera leur tête de liste. Alors au sein du parti, on estime que le retrait des modérés, comme par exemple Moshe Kahlon ou Gilad Hansa, et l'absence de la vieille garde du parti, comme Dan Meridor et Benny Begin, dans ce contexte, la liste du Likoud va virer à droite, sinon à l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle les proches de Netanyahou, affirme Yediot Ahronot, travaillent dur ces derniers jours pour promouvoir les candidatures des proches du Premier ministre, notamment Yuval Steinitz et Moshe Ya'alon. Mais Netanyahou devra aussi lutter pour la tête de liste du parti face à Dani Danon. Je crois que le projet de résolution palestinien est à l'honneur aussi dans la presse israélienne, pas seulement, je crois, dans un quotidien panarabe. Exactement. On va prendre deux points de vue différents, mais finalement qui se rejoignent. Tout d'abord, le Jerusalem Post, qui publie à l'occasion de la saisie du Conseil de sécurité par les Palestiniens, qui publie une interview du président de la Knesset, Yuli Edelstein. Yuli Edelstein déclare tout simplement
qu'il met en garde les dirigeants du monde. Ce serait une grave erreur, dit-il, de créer un État palestinien qui lancera la guerre contre Israël. Alors, Yuli Edelstein s'explique sur la teneur de ses propos, et il dit que lorsqu'il rencontre les grands de ce monde, il se fait un point d'honneur à ne pas cacher ses positions de droite plutôt que de les flatter en leur déclarant ce qu'ils veulent entendre. Et le Jerusalem Post d'écrire qu'une telle position peut certainement aider Yuli Edelstein lors des primaires du Likoud demain. Alors, dans la presse jordanienne, vous avez... Non, on va d'abord passer toujours à propos de cette résolution palestinienne auprès du Conseil de sécurité. J'ai choisi un éditorial dans Al-Arabi Al-Jadida, qui est un éditorial d'Azmi Bashara, le rédacteur en chef de ce journal. Il faut dire que Azmi Bashari était un ancien député arabe israélien qui a été condamné pour espionnage au profit du Hezbollah et qui vit aujourd'hui à Londres. Alors... Azmi Bashara écrit que la tentative palestinienne de porter la cause palestinienne sur la scène internationale aurait pu être utile si elle avait été faite dans un esprit de défiance visant à briser le statu quo dans les territoires, comme cela est arrivé dans la lutte contre l'apartheid. Vous voyez, il ne mâche pas ses mots. Au lieu de cela, les responsables palestiniens sont coincés dans la mentalité des négociations bilatérales, avec la différence cette fois que les interlocuteurs sont les Américains et non plus les Israéliens. Alors, en termes plus imagés, ce sont les termes d'Azmi Bashara, les négociateurs palestiniens ont sauté de la poêle à frire israélienne dans le four américain. Explication, le leadership palestinien ne lutte plus pour la reconnaissance de sa légitimité, mais pour une souveraineté sans droit. Maurice, vous avez lu donc la presse jordanienne. On sait que le Moyen-Orient est en pleine transformation, en pleine mutation. En effervescence même. En pleine effervescence. C'est la Jordanie qui subit de profondes transformations démographiques. Profond bouleversement démographique. Le Jordan Time titre sur 1/5 de la population d'Amman est syrienne. Alors, c'est l'aveu même du Premier ministre jordanien. La capitale du royaume hachémite devient peu à peu syrienne. Amman compte aujourd'hui 4 millions d'habitants, dont près de 800 000 Syriens dans la capitale. Ce sont des résidents. Au total, ce sont près d'1,5 million de Syriens qui vivent en Jordanie. Seuls 640 000 sont réfugiés. Les autres 750 000 sont entrés dans le royaume avant le début de la crise syrienne le 15 mars 2011. Alors en conséquence, à compter du 15 janvier, les autorités jordaniennes ont décidé de mettre en place un système de carte d'identité électronique pour pouvoir contrôler les déplacements de population. Les réfugiés syriens qui ne seront pas munis de cette carte se verront finalement refuser les services offerts par le royaume, l'éducation et la santé. La crise syrienne qui éclabousse ses voisins avec le problème des réfugiés au Liban notamment. Alors l'Iran peut devenir une grande puissance, la phrase c'est de Barack Obama et elle figure ce matin en exergue d'un quotidien iranien. Iran Daily. Les Iraniens sont très fiers en ce moment. Non seulement les manœuvres militaires sont relayées par les médias du monde entier, mais ce qui le fait la fierté ce matin de la presse des ayatollahs, c'est la dernière déclaration du président des États-Unis. Barack Obama a en effet reconnu hier que l'Iran pourrait devenir une grande puissance régionale si un accord à long terme sur le nucléaire est conclu. Alors il faut que l'Iran dispose d'un programme nucléaire pacifique et sous contrôle, d'une économie en croissance sans être gêné par les sanctions et soit réintégré dans la communauté internationale, a déclaré Obama. Dans ce contexte, interrogé sur une éventuelle ouverture d'ambassade américaine à Téhéran au cours des 2 dernières années de son mandat, Obama a répondu « Je ne dis jamais, jamais, mais je pense que les choses doivent se faire par étapes. » Voilà, qui l'eût cru. Merci Maurice Fergan pour cette revue de presse du Moyen-Orient. Les Palestiniens ont déposé hier soir, je vous le disais en sommaire, la version définitive d'une résolution qui demande la conclusion d'un accord de paix avec Israël d'ici 1 an et un retrait des territoires d'ici 2007. Les explications de Maxime Pérez. C'est l'heure de vérité pour les Palestiniens. Nous allons soumettre notre première version de résolution au Conseil de sécurité en espérant que le vote se déroule d'ici demain ou après-demain. En tout cas, avant la fin de l'année, la résolution projette l'État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Elle appelle aussi à la recherche d'une solution sur tous les grands dossiers, y compris les réfugiés, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Le président Mahmoud Abbas a prévenu par téléphone John Kerry qu'il ne renonçait pas à son initiative diplomatique.
Le secrétaire d'État américain a rétorqué que l'autorité palestinienne se verrait opposer le veto des États-Unis et peut-être des sanctions économiques. Côté israélien, on continue de rejeter toute action unilatérale. Nous continuerons d'affirmer notre vérité et nous continuerons de rejeter vigoureusement les tentatives de nous imposer les termes d'un accord qui mettrait en danger notre sécurité. Au même moment, une délégation comprenant une cinquantaine d'officiels palestiniens arrivait à Gaza, en provenance de Cisjordanie. Non pas pour évoquer la résolution onusienne à laquelle s'opposent les islamistes du Hamas, mais pour une mission de travail de plusieurs jours, consacrée essentiellement à la reconstruction de l'enclave, toujours au point mort, 4 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec Israël. La délégation va rester un certain nombre de jours à Gaza pour étudier toutes les questions et pour coopérer pour résoudre ces problèmes. L'électricité, l'eau, la reconstruction, le logement. C'est un signe positif pour la coopération sur la base d'une unité nationale réelle. Une certitude, même avec le soutien des Nations Unies à leur État, les Palestiniens ne pourront pas faire l'économie de la réconciliation nationale. Et pour commenter cette actualité proche-orientale, m'ont rejoint sur ce plateau Ali Waked. Bonjour, vous êtes journaliste spécialiste du monde arabe. Et Michael Bardvi, vous êtes philosophe et également l'auteur du livre Israël et la France, l'alliance égarée, c'est aux éditions Les Provinciales. Ali Waked, on a du mal à comprendre cette ardeur palestinienne. On sait que les Américains vont très certainement poser leur veto, qu'ils ne sont même pas sûrs d'obtenir la majorité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi maintenant ? Bon, tout d'abord, les Palestiniens eux-mêmes ont du mal à comprendre ce que fait la délégation palestinienne ou le président palestinien. Pour la première fois depuis que je couvre l'autorité palestinienne, j'entends des critiques, même j'ose dire publiques, vis-à-vis le président palestinien et le pas qui peut être pris ce soir par l'ambassadeur palestinien à l'ONU. Et les questions sont claires. Pourquoi est-ce que dans 2 jours, il y a de nouveaux membres plus positifs vis-à-vis de la question palestinienne qui rentreront dans le Conseil de sécurité, la Venezuela et le Brésil. Et la Malaisie. Pourquoi on n'attend pas la fin des élections en Israël? Le sentiment auprès de certains Palestiniens, c'est que l'autorité palestinienne sont pressées de livrer à n'importe quelle initiative pour montrer l'opinion publique palestinienne que le gel qui se trouve dans le processus de paix n'est pas le destin des Palestiniens et que certains pas peuvent être pris. La question, c'est le prix que les Palestiniens sont prêts à payer. Les voix sont très controversielles au sein de l'autorité palestinienne. On peut entendre le ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement palestinien dire que l'initiative palestinienne pourra être reportée à plusieurs semaines. Saeb Erekat, le chef de des négociations au sein de l'OLP, dit que avant la fin de cette année, donc d'ici demain soir, cette initiative sera présentée au Conseil de sécurité. La dernière fois, la majorité des sources à l'autorité palestinienne ont estimé que les Palestiniens vont reporter l'initiative. Ils l'ont quand même déposée. Donc ce soir, on ne peut pas deviner qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais les Palestiniens, si jamais ils présentent leur initiative ce soir ou demain soir, feront face à une communauté internationale qui sera beaucoup moins favorable à d'autres initiatives futures. Les Palestiniens ne peuvent pas garantir que l'initiative française qui a essayé de se rapprocher du fond de l'initiative palestinienne gardera les mêmes clauses et les mêmes points en faveur des Palestiniens. Donc il y a, Cyril, sans doute un grand risque que l'autorité palestinienne est en train de jouer. Michael Bardvi, vous direz plutôt que cette démarche palestinienne, elle est plutôt tactique ou stratégique ? Moi, je pense qu'elle est un peu les deux, mais elle est plutôt tactique en ce moment, qu'aujourd'hui, il y a, disons, un triple enjeu pour Abou Mazen. Effectivement, comme on l'a dit dans le reportage, on l'a vu, depuis 4 mois, l'autorité palestinienne qui s'était engagée à la reconstruction de Gaza ne fait rien. Il n'a pas avancé d'1 millimètre sur cette reconstruction. Il y a une opposition très forte au sein du monde palestinien à Abou Mazen. Et donc, il essaye de vivre, je dirais, médiatiquement, par un certain nombre de résolutions et de motions et de tentatives. Alors, effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi il n'est pas allé sur la résolution française, par exemple, ou certaines capitales européennes. Il avait gagné, à mon avis, un capital de sympathie après les votes dans les parlements européens. Et donc, comme il est évident qu'il n'y aura pas de négociation avant la création d'un nouveau gouvernement, on sait très bien que c'est une pierre jetée à l'eau
Donc personne ne comprend exactement cette attitude palestinienne. Cela dit, il y a un contexte français qui lui ne fixe pas de date butoir à la création d'un État palestinien, ni même à un retrait des territoires, mais à une date butoir à la reprise des pourparlers. En plus, il y a des contacts réguliers entre l'autorité palestinienne et Israël sur des questions sécuritaires. Saïb Erekat était tout le temps en contact avec les autorités israéliennes, et on sait très bien que ce genre de crise ne se règle que par des négociations directes. Les États-Unis n'ont jamais réglé le moindre conflit dans le monde. Donc, quelque part, les Américains et les Européens qui poussaient vers la reprise de négociations bilatérales, au moins pour maintenir même à petit feu des contacts, ça risque d'être mis en danger par cet acte, moi je dirais assez curieux, parce qu'aujourd'hui, si cette motion est déposée avant la fin de l'année, sur 15 pays, ils auront peut-être 6 voix au maximum. Ali Waked, on a l'impression que c'est un peu la cacophonie à Ramallah, hein, vous le disiez. Saïb Erekat, lui, fait pression, hein, il a l'air d'être entêté à soumettre ce projet de résolution au Conseil de sécurité. Mahmoud Abbas, lui, n'a pas précisé de date. Et c'est pas la première fois, hein, que Saïb Erekat et Mahmoud Abbas sont des avis divergents sur cette question. Et ce n'est pas seulement Saïb Erekat et Mahmoud Abbas, c'est même au sein du groupe arabe qui s'est réuni hier, il y avait des divergences vis-à-vis cette initiative palestinienne, et surtout le timing. Syrie, les Palestiniens ont, d'une façon très anticipée, haussé au maximum le prix qu'ils peuvent recevoir, et ce prix maximum sera confronté ce soir ou demain soir probablement à un veto américain. Donc de la part des Palestiniens, les futures négociations vont commencer d'une place beaucoup plus basse pour les Palestiniens. Alors, il y a un autre avis au sein des Palestiniens qu'il faut hausser le prix et que le compromis sera sur le timing, et que les Palestiniens vont renoncer au dépôt de cette initiative dans les jours à venir, attendre les élections en Israël, mais jouer sur les dates butoirs. Cette fois-ci, les Palestiniens sont décidés. Il n'y aura pas de processus qui ne sera pas limité, qui ne sera pas encadré par une date butoir, 2 ans ou 3 ans, mais sans date butoir, pas d'initiative, pas de processus de négociation. Donc, les Palestiniens avaient des cas à négocier, à marchander avec, mais ils ont renoncé parce qu'ils sont très pressés à présenter quelque chose à tout prix. Il y a les sondages palestiniens qui sont beaucoup en faveur, disons, de l'opposition à Mahmoud Abbas. Le président palestinien, comme peut-être notre Premier ministre, se sont pressés à faire quelque chose, même si le prix, les conséquences seront négatives vis-à-vis des Palestiniens. Et la grande question, tous qui sont autour d'Abou Mazen lui dit que toute initiative unilatérale au milieu, en pleine campagne électorale en Israël, servira la droite israélienne. Et malgré tout, le président semble déterminé à continuer cette démarche unilatérale qui fait rater les Palestiniens, même leurs amis dans la communauté internationale. Michael Barzvi, à cette hyperactivité palestinienne, comment devrait répondre Israël ? Par rapport à cette surenchère à chaque fois d'aller sur une résolution qui est encore plus, je dirais qu'encore plus dure, encore plus violente par rapport à Israël, effectivement, électoralement, on ne sait pas très bien à qui ça peut servir, mais probablement à la droite israélienne, ça me paraît tout à fait évident. On sait très bien que l'enjeu des élections israéliennes, c'est l'ordre du jour. Et si l'ordre du jour, c'est justement la sécurité et les négociations avec les Palestiniens, c'est plutôt favorable à la droite en Israël. Donc là, il joue un mauvais jeu par rapport à ses propres intérêts. Mais je crois qu'il est effectivement dans une tactique de survie à l'intérieur du monde palestinien, de montrer qu'il est tout le temps en train de faire quelque chose et d'aller vers des résolutions, disons, un peu plus dures. Effectivement, proposer une résolution dans laquelle on donne le résultat de la négociation et on appelle à la négociation, ça a un côté absurde. Et par rapport aux pays qui sont un peu objectifs dans le monde, c'est tout à fait grotesque. C'est-à-dire de donner une négociation et de dire finalement voilà le résultat de la négociation. Donc alors il n'y a pas de négociation. Donc à ce moment-là c'est un diktat, et effectivement Israël a, je veux dire, c'est assez aisé, je dirais, pour Netanyahou de dire c'est un diktat, on peut pas négocier, c'est pas une négociation, c'est un diktat. Donc sur le fond, je pense que là il fait une erreur politique grave. Mais ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, il nous a habitués à ça. Que Benjamin Netanyahou est assez passif dans cette histoire. Vous avez mis à part œuvrer pour un veto américain. Et qu'est-ce qu'il fait pour essayer justement de contrer ces initiatives palestiniennes ? Et dans une paralysie qui est due, à mon avis, au système électoral, et à mon avis, ça ne changera pas, même si ce n'est pas Netanyahou qui est le Premier ministre, ça ne changera pas, puisque lorsque le parti de gouvernement a même pas un 5e
de la Knesset, on ne peut pas gouverner et prendre des décisions majeures, si vous voulez, des décisions, disons, historiques et majeures. Même si Netanyahou le voulait, ce serait un mauvais calcul pour lui à la veille des élections au sein du Likoud et même à la veille des élections. Donc jusqu'au mois de mars, c'est évident qu'on est paralysé. Et même après, il faudra constituer une coalition et dans cette coalition, il faudra bien essayer de réunir des partis qui forcément auront eu des programmes différents. Donc quelque part, on est face à une paralysie à ce niveau-là. Ali Waked, Israël et les États-Unis ne sont pas les seuls à être hostiles à ce projet de résolution palestinien. Le Hamas a également exhorté l'autorité palestinienne à retirer ce projet de résolution et à admettre l'échec du processus de paix. Pourquoi le Hamas? Le rapprochement Hamas-Iran inquiète Abou Mazen aussi, c'est ça aussi. Et pourquoi le Hamas est hostile à ce projet de résolution? Pas de question de calcul majorité ou pas majorité au sein du Conseil de sécurité, parce que le Hamas idéologiquement est opposé à ce que les Palestiniens déclarent d'une façon très publique qu'un État indépendant à côté de l'État d'Israël est le choix stratégique du peuple palestinien. Et bien sûr, le Hamas qui voit que la paralysie dans laquelle se trouve Abou Mazen lui donne plus de score au sein des Palestiniens. C'est la simple raison pour laquelle le Hamas est opposé. Et bien sûr, le Hamas qui essaie de se rapprocher de l'Iran. L'appel permanent au sein des défilés du Hamas il y a 2 semaines à l'Iran a renouvelé son aide aux Palestiniens. Le fait que Khaled Mash'al, Mahmoud Al-Zahar, tout le monde parlait du grand Iran et du grand soutien iranien au peuple palestinien et du grand merci que les Palestiniens éprouvent vis-à-vis le Hamas. C'est dans ce contexte qu'il faut lire aussi la position du Hamas. Et c'est dans le contexte aussi d'un rapprochement entre... Ils utilisaient des armes iraniennes. Dans des manœuvres, ils ont utilisé des armes iraniennes de façon symbolique pour montrer justement qu'ils se rapprochaient d'une alliance avec l'Iran. Le Hamas qui pourrait faire les frais également de ce rapprochement entre le Caire et Doha. Et c'est dans ce contexte de rapprochement d'ailleurs entre ces deux pays, le Qatar et l'Égypte, qu'ont marqué hier le premier anniversaire de l'emprisonnement de 3 journalistes d'Al Jazeera en Égypte. Les explications de Léa Berdugo. Une photo géante érigée sur les murs de Sydney. La mobilisation pour la libération de Peter Grest ne faiblit pas. Voilà maintenant 1 an jour pour jour que le reporter est emprisonné en Égypte en compagnie de 2 de ses collègues d'Al Jazeera, Mohamed Fadel Fahmy et Baher Mohamed. Ils ont été condamnés à des peines de 7 à 10 ans de prison pour soutien aux frères musulmans. Les professionnels des médias s'inquiètent du fait que les journalistes soient une fois de plus directement menacés. Les journalistes sont attaqués. Peter l'a parfaitement décrit dans un de ses articles. Il a dit que les journalistes ne sont plus en première ligne, mais que ce sont eux qui sont visés. En novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait déclaré qu'il envisageait de gracier les journalistes toujours détenus. Le frère de Peter Grest, lui, n'y croit plus. Le président a dit quelques jours après que Peter a été reconnu coupable qu'il ne lui accorderait pas la grâce ou qu'il n'interviendrait pas jusqu'à ce que les procédures légales soient finalisées. Donc, en se basant sur cette déclaration, je pense que nous devons reporter nos espoirs sur la procédure judiciaire. Mais peu importe la manière, la seule chose qui compte, c'est qu'il soit libéré. À Londres, plusieurs journalistes se sont rassemblés devant l'ambassade d'Égypte. Ils réclament la libération immédiate de leurs confrères. Il y a de nombreuses rumeurs selon lesquelles il pourrait être gracié, qu'il pourrait être expulsé. Mais en attendant que ces rumeurs deviennent réalité, nous devons poursuivre ce genre d'action. Nous ne partirons pas, nous allons maintenir la pression. Les organisations des droits de l'homme et plusieurs gouvernements occidentaux ont vivement condamné ce procès. Une affaire qui a accru les tensions entre l'Égypte et le Qatar, propriétaire d'Al Jazeera. Les relations entre les 2 pays avaient déjà été entravées par l'éviction de Mohamed Morsi par l'armée et l'interdiction des frères musulmans en Égypte. Des relations qui, depuis l'annonce d'une prochaine rencontre entre le président Al-Sisi et l'émir du Qatar, semblent se réchauffer. Ali Waked, est-ce qu'on peut s'attendre à une grâce du président Abdel Fattah al-Sisi? Probablement. Si jamais les Égyptiens dans ces derniers jours avaient un critère, un barème très clair, c'est la façon dont Al Jazeera couvre ce qui se passe Al Jazeera qui a d'ailleurs fermé sa chaîne égyptienne. Elle a fermé sa chaîne égyptienne, mais sur la chaîne principale, la ligne est encore, selon les Égyptiens, plutôt pro-frères musulmans. Il n'y a pas un recul très clair d'Al Jazeera ou d'essayer de se positionner sur une ligne neutre entre l'opposition égyptienne et le régime d'Al-Sisi. Mais tous les signes montrent que ça va dans ce sens. Une grâce du président, la libération des journalistes d'Al Jazeera,
l'arrêt de ce soutien du Qatar vers le Hamas et les groupes djihadistes qui sont en Sinaï et indirectement, comme soupçonne l'Égypte, financés par le Qatar. Comment vous expliquez ce virage du Qatar, ce retour dans le giron du sunnisme modéré, disons, avec la médiation des Saoudiens ? On n'en parle pas trop, Cyril, mais ce qui s'est passé au Yémen, un pays très stratégique et très voisin du Golfe, est tombé dans les mains des partisans de l'Iran, le groupe Houthi. Ça a formé un changement stratégique aux yeux de l'Arabie saoudite et aux yeux des pays alliés de l'Arabie saoudite. Le Qatar, qui a compris très bien que le fait qu'il a essayé de manœuvrer entre l'Iran et entre les pays sunnites peut finalement contribuer à cet effort iranien à ne pas présenter ce conflit entre chiites et entre sunnites, donc à contribuer indirectement à la campagne iranienne de dire qu'il n'y a pas ici un camp chiite et un camp sunnite, mais un camp plutôt favorable à l'Occident et un camp anti-Israël et anti-Occident. C'est donc le Qatar qui a vu la famille et la survie politique de la famille royale en danger si elle continue à financer les groupes anti-Arabie Saoudite, anti-Égypte, et que sur le long terme, ça va être un prix très dur pour le Qatar à payer. Il y a beaucoup pour la famille royale au Qatar quoi perdre, toutes les ressources naturelles. On a vu des petits signes, Cyril, on a parlé par exemple le Barcelone qui essaye d'arrêter, de lancer un contrat. Tout à fait, un début d'un isolement du Qatar. Le fait que les frères musulmans partout dans le monde arabe reculent a obligé les Qataris à recalculer leur politique dans la région. Michael Bardsvi, ce rapprochement entre le Caire et Doha, c'est une mauvaise nouvelle pour le Hamas, une bonne nouvelle pour Israël ? Bonne nouvelle pour Israël, je ne suis pas sûr, parce que c'est lié aussi à un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Et donc, ça Pourquoi fait... Expliquez-nous. Eh bien, parce que justement, dans le conflit avec Daesh notamment, les Américains, ne voulant pas aller eux-mêmes sur le terrain une nouvelle fois, sont obligés de faire une alliance avec la seule grande armée de la région qui peut combattre cet État islamique qui est donc l'Iran. Et donc, ils se sont rapprochés de l'Iran. On l'a vu dans la revue de presse, Maurice, il a parlé de ce rapprochement d'Obama avec l'Iran en disant que finalement, il fallait trouver un accord avec l'Iran aussi sur le nucléaire. Donc, on voit que les Américains se rapprochent avec l'Iran. Le Qatar est entièrement dépendant des Américains. Il y a une grande base américaine qui se trouve au Qatar. Donc, à un moment... Le double langage du Qatar qui consistait en Europe à financer des clubs de foot, à acheter des hôtels et à se présenter comme des grands défenseurs de la démocratie, tout en soutenant au Proche-Orient les mouvements islamistes comme les frères musulmans, comme le Hamas et même certains des djihadistes, quelque part, on leur a dit d'arrêter. Et donc, comprenant qu'il y avait un vrai risque pour le Qatar en tant qu'émirat riche, mais malgré tout dépendant de l'Occident et des Américains, il a fallu qu'ils mettent un petit peu d'eau dans leur vin, si je peux dire, même s'ils ne boivent pas d'alcool. Michael Bardsvi, Ali Waked, Maurice Ferrand, merci. À suivre dans votre morning, le journal de campagne de Dror Even Servir pour ne rien rater des élections 2015. A tout de suite. Retour sur le plateau du Morning, on va ouvrir à présent une page politique avec notre analyste politique, Dror Even Sapir. Bonjour. Les élections législatives, on le sait, auront lieu dans un peu plus de 2 mois et demi. L'attention est focalisée sur le parti ultra-orthodoxe séfarade Chasse, un parti qui traverse la plus grave crise de son histoire. Oui, en fait, on peut dire que ce parti, à toutes les peines du monde, a surmonté le décès de celui qui était son mentor spirituel lorsqu'un grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, mort il y a un an. On se souvient des funérailles monstres qui avaient rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes à Jérusalem. Et depuis, le Chasse ne s'est pas vraiment relevé. Et son unité, qui était en fait une unité de façade, Cyril, entre ces deux principales figures politiques, l'actuel leader Aryeh Deri et celui qui l'a précédé, Eli Yishai, cette unité de façade n'a pas survécu au décès du rabbin Ovadia Yosef. Eli Yishai a fait scission, il a créé un nouveau parti
plus ancré à droite que le parti Shas lui-même, parce qu'il y a une inimitié personnelle évidente entre Eli Yishai et Aryeh Deri, mais il y a également une véritable divergence idéologique. Aryeh Deri a toujours été quelqu'un proche du centre, voire du centre-gauche, sur les questions liées au conflit israélo-palestinien. On se souvient qu'il siégeait au gouvernement Rabin lors des accords de Il a siégé au gouvernement Rabin. À son époque, les députés Shas s'étaient abstenus, n'avaient pas voté contre les accords d'Oslo. Eli Yishai, lui, est très nettement ancré à droite. Son mentor spirituel, le rabbin Mazouz, le rabbin Meir Mazouz, est un leader religieux qui lui aussi est très nettement ancré à droite, encore une fois, sur les questions relatives au conflit israélo-palestinien. Donc Eli Yishai a fait scission. Et depuis, on a cité une véritable guerre de tranchées entre ces deux partis qui, chacun se dispute l'héritage spirituel du rabbin Ovadia Yosef. Et le dernier épisode, ça a été la diffusion d'une cassette, d'un enregistrement vidéo datant de 2008, dans lequel on pouvait voir Ovadia Yosef dire beaucoup de mal d'Aryeh Deri. Et suite à la diffusion de cette cassette que l'on doit probablement à Eli Yishai ou à son entourage, voilà. Eh bien, Aryeh Deri a annoncé qu'il avait l'intention de démissionner. Et peu de temps après, le Conseil des sages, vous savez, c'est un Conseil des sages de la Torah qui gère en fait ce parti, a refusé la démission présentée par Aryeh Deri. Et vous pensez qu'il a réellement l'intention de démissionner ou c'est un effet d'annonce ? Alors il y a deux versions, soit la première mise sur la sincérité d'Aryeh Deri, parce que vous savez, c'est pas rien pour Aryeh Deri de constater que le rabbin, il le savait, mais de voir étaler au grand jour les réserves qu'avait Ovadia Yosef qu'avait Ovadia Yosef à son égard, et ça a dû être très douloureux en termes personnels, en termes émotifs, parce que véritablement Aryeh Deri était quelqu'un de très attaché au rabbin Ovadia Yosef. Donc il y a peut-être une part de sincérité, mais aussi probablement une part de calcul politique, parce que Aryeh Deri, c'est l'un des politiciens les plus retors que l'on connaisse dans la vie politique israélienne. Ce n'est pas un naïf. La lettre de refus de la démission du Conseil des sages de la Torah a été écrite avant même que le Conseil des sages de la Torah ne se réunisse. Une demande de plébiscite. Voilà, et Aryeh Deri cherche maintenant, il n'est pas impossible qu'il démissionne même de la Knesset, mais démissionner de la Knesset à quelques semaines des élections, ça n'a pas de véritables conséquences. Ce que Deri recherche maintenant, c'est effectivement que l'ensemble des autorités rabbiniques du monde oriental religieux, l'appel lui demande de rester à la tête du parti Shas. Dror Ben-Sapir, quelles pourraient être les conséquences de cette crise au Shas sur la classe politique et sur le scrutin anticipé du 17 mars prochain ? Alors, on constate déjà que le Shas baisse dans les sondages. Dans la Knesset sortante, le Shas a 11 mandats, et dans les derniers sondages, il est à 6 sièges. C'est très peu. Il souffre bien sûr de la concurrence du parti d'Eli Yishai, mais aussi face à cette véritable guerre sans merci entre ces deux partis, on peut imaginer qu'une partie non négligeable de l'électorat du Shas, notamment l'électorat non religieux, parce qu'on a tendance à l'oublier un petit peu, mais une grande partie de l'électorat du Shas était composée d'Israéliens originaires du monde arabo-musulman, pas forcément pratiquants religieux et en tout cas pas ultra-orthodoxes, mais qui soutenaient ce parti parce qu'ils s'identifiaient au message culturel véhiculé par ce parti, parce qu'ils étaient tout à fait sensibles au charisme du rabbin Ovadia Yosef. Ovadia Yosef n'est plus là, et par conséquent, sa disparition et la crise interne et cette bataille très, très, très rude et un peu sale entre Eli Yishai et Aryeh Deri peut inciter un très grand nombre d'électeurs traditionnels du Shas à se reporter vers le Likoud, vers le parti de Naftali Bennett, vers celui de Moshe Kahlon, par exemple. Alors on va rejoindre tout de suite Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Daniel, vous connaissez bien le monde ultra-orthodoxe. Quels sont, Daniel Haïk, les pronostics de cette communauté sur le maintien d'Aryeh Deri aux commandes ? Écoutez, pour l'instant, il est encore très prématuré de faire des pronostics. Et les avis sont partagés. Effectivement, certains affirment que tout cela n'est qu'une manœuvre d'Aryeh Deri pour essayer de revenir sur le devant de la scène avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de pouvoir, un pouvoir qui lui serait octroyé par l'ensemble des rabbins du monde séfarade, et en particulier les responsables du Conseil des sages de la Torah. Il y en a certains qui affirment que finalement, l'initiative d'Aryeh Deri est tout à fait sincère, qu'il a pris cette décision en concertation avec son épouse et qu'il a été, on va dire,
choqué entre guillemets par les propos tenus par le Rav Ovadia Yosef dans cette fameuse vidéo. Et donc les avis sont partagés. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une énorme émotion dans la rue orthodoxe, dans le monde séfarade, et que non seulement, comme le disait Dror, effectivement dans la partie de l'électorat de Chasse qui n'est pas Haredi, c'est-à-dire ultra-orthodoxe, mais plutôt traditionnaliste et qui a toujours soutenu le parti Chasse à travers la figure incontestée du Rav Ovadia Yosef, eh bien, effectivement là, dans cette partie-là, effectivement, de l'électorat de Chasse, on a le sentiment qu'il faut quitter le parti et essayer de trouver d'autres formations politiques, mais même à l'intérieur du noyau dur de Chasse, eh bien, cette crise interne entre Eli Yishai et Aryeh Deri est en train de susciter de très vives critiques, et même si des... Alors justement, Daniel Haïk, justement, si on faisait de la psychanalyse, on pourrait dire qu'Eli Yishai et Aryeh Deri ont en quelque sorte tué le père. Est-ce qu'il se trouve aujourd'hui un guide spirituel capable peut-être de fédérer, de rassembler ces deux mouvances ? Non, absolument pas. Pas dans le monde séfarade. Il fallait une personnalité de l'envergure du Rav Ovadia Yosef pour réussir à rassembler l'ensemble des communautés séfarades. Et depuis que le Rav Ovadia Yosef est parti, et cela se traduit également dans ce que l'on appelle la psycha, dans ce que l'on appelle les décrets de rabbiniques, eh bien les rabbins du monde séfarade ont du mal à tomber d'accord sur des décrets rabbiniques unifiés, et comme le faisait Rav Ovadia Yosef. Et donc cette division, elle existe dans le monde séfarade, et quelque part à partir du moment où le Rav Ovadia Yosef, le grand Rav Ovadia Yosef a quitté ce monde, eh bien on peut dire que chacun est revenu dans sa communauté d'origine, et c'est pas pour rien, on peut dire même par exemple qu'Aryeh Deri est d'origine marocaine, Eli Yishai est d'origine tunisienne, le patron politique d'Eli Yishai aujourd'hui est le rabbin Mazouz, qui est lui aussi la figure majeure du monde tunisien. Donc cela veut dire que quelque part, l'unité qu'avait réussi à forger le Rav Ovadia Yosef s'est effritée au cours des derniers mois. Merci Daniel Haïk en direct de Jérusalem. Michael Bardi, avec le décès du grand rabbin Ovadia Yosef, c'est la fin du parti Chasse ? Oui, je crois que nous sommes, c'est une page politique de l'histoire d'Israël qui se tourne. C'est la fin, à mon avis, du Chasse en tant que grand parti séfarade. Je crois que le rabbin Ovadia Yosef a réussi une révolution dans le monde politique, de redonner, de redorer le blason, si vous voulez, de la culture séfarade. Il a réussi. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant sur le plan halachique, sur le plan en tant que rabbin. Il a réussi vraiment à modifier le paysage politique israélien. Je crois que cette page est en train d'être tournée. On a vu la disparition d'autres partis qui, historiquement, dans l'histoire d'Israël, avaient été importantes, comme le MAPAM ou d'autres partis comme ça. Je crois que là, on est sur la fin d'une histoire d'un parti qui va disparaître petit à petit. Je crois qu'Aryeh Deri savait parfaitement que ces cassettes existaient et qu'il se pose aujourd'hui en victime, mais malgré tout, on connaît le passé d'Aryeh Deri, c'est quand même quelqu'un qui est allé en prison, c'est quand même quelqu'un qui a un repris de justice, si je peux dire, et donc, quelque part, son image était déjà bien écornée avant, et donc la lecture des sondages et le fait que le Chasse est en train de devenir un tout petit parti et qu'il est peut-être possible qu'il ne dépasse pas le seuil d'éligibilité à la Knesset, risque une disparition. Donc quelque part, il ne veut pas être porté responsable de cet échec, qui de toute façon sera un échec. De toute façon, il n'y aura pas 11 mandats pour le Chasse. Même s'ils ont 8, même s'ils ont 7 ou s'ils ont 6, ce sera un échec pour Aryeh Deri. Il ne veut pas porter cette responsabilité. Donc, il préfère mettre cette responsabilité sur Eli Yishai. C'est facile de dire qui a sorti les cassettes plutôt que de parler du contenu. Et le contenu est extrêmement dur. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas être naïf en politique, et surtout pas avec Aryeh Deri. C'est quelqu'un qui savait parfaitement que ces cassettes existaient. Ils en avaient parlé, Eli Yishai lui en avait parlé, et avait posé des exigences par rapport à cela. Donc les gens qui sont en émotion, comme disait Daniel Haïk, dans la rue de Jérusalem, ça, je trouve ça un petit peu naïf. Allez, on poursuit notre journal de campagne. On va à présent parler d'un nouveau sondage qui confirme l'égalité entre le parti Likoud et la liste commune du centre-gauche. Et à ce propos, on va écouter tout de suite d'ailleurs leur chef de file, Binyamin Netanyahou et Yitzhak Herzog. Une question dominera les prochaines élections. Qui sera celui qui guidera le pays à travers les énormes défis auxquels Israël est confronté ? Défis sécuritaires, économiques et régionaux. Le Likoud est le seul parti auquel on peut penser.
Nous arrivons au terme de 6 mauvaises années, sous la direction de Benjamin Netanyahou, et nous ferons tout notre possible pour générer un espoir et du changement pour l'État d'Israël. Le gouvernement doit être remplacé et les Israéliens méritent un meilleur leadership, différent, plus unifié, plus social et plus responsable. Nous allons mener un grand bloc centriste sioniste afin de changer la donne politique en Israël. Et voilà, je vous laisse découvrir donc ce sondage rendu public hier par la deuxième chaîne de télévision israélienne, Dror Even Sapir. Comment vous l'interprétez, ce sondage ? Bon, écoutez, le premier élément qui saute aux yeux, c'est l'égalité entre les deux grands entre guillemets quand même, partis, parce que auparavant, voilà, relativement. Exactement, un grand parti en Israël tournait autour de 40 sièges. Là, 24 mandats, c'est peu. Mais c'est la première fois, à ma connaissance, dans cette campagne électorale, que les deux plus grands blocs ou partis sont au coude à coude, sont vraiment à égalité. Auparavant, le Likoud était toujours meneur. Et là, il est rattrapé par cette alliance de centre-gauche forgée par les travaillistes Yitzhak Herzog et Madame Tzipi Livni. Donc, c'est le premier enseignement de ce sondage. On constate tout de même que le Likoud se renforce un petit peu. Alors, l'alliance travailliste-Livni se renforce et le Likoud se renforce. Le Likoud se renforce parce qu'il profite de ce dont on vient de parler, Cyril, à savoir la crise aux chasses. Et il profite également du scandale de cette affaire de corruption qui a éclaboussé le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu. On peut imaginer qu'il y a eu un transfert de voix de Lieberman vers le Likoud, parce que dans les derniers sondages, le Likoud était à 22 environ. Autre enseignement de ce sondage. Donc l'alliance Herzog-Livni de centre-gauche se renforce, elle, aux dépens de Yair Lapid, qui poursuit lentement mais sûrement son déclin électoral. Il est à 8 mandats, non, Yesh Atid 9 mandats, contre 19 actuellement à la Knesset sortante. Aux dépens également du Meretz, on ne voit pas les scores du parti de gauche Meretz, mais le Meretz se tasse, il baisse un peu, il est à 5 mandats seulement au lieu des 6 qu'il détient actuellement. Bennett, le foyer juif, 16 mandats, toujours troisième, stable. Et Kahlon, Moshe Kahlon et son parti, le Kulanu, nous tous, à 10 sièges, alors qu'on ne connaît pas encore, on en connaît certains, mais on ne connaît pas encore qui seront les colistiers de Moshe Kahlon dans ce nouveau parti qu'on peut classer plus ou moins au centre de l'échiquier politique. Michael Barzvi, Benjamin Netanyahou a de quoi être inquiet ? Non, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'au contraire, la coalition de droite est en train de se renforcer, curieusement. Parce que si on additionne aujourd'hui, disons, le Likoud était allé aux élections avec Avigdor Lieberman, qui reste quand même à 8 mandats malgré les scandales, mais je pense que le sondage s'est peut-être fait un petit peu avant, donc on ne peut pas savoir. Je crois qu'il a été fait après. Voilà, je ne sais pas exactement. Par contre, il a été fait avant la division de la cassette. Mais avec le renforcement de Bennett et le fait que Moshe Kahlon prend des voix à Yair Lapid, en fait, et aux chasses, ça renforce finalement le bloc de droite, si vous voulez. Donc la seule solution pour l'instant pour la gauche, ce serait de pouvoir avoir un bloc, une majorité de blocage avec les partis arabes. Je n'ai pas vu les scores que ferait les partis arabes unifiés, mais s'ils arrivaient à quelque chose comme 14 ou 15 mandats, voilà, ça peut être une majorité de blocage. À ce moment-là, changer la donne. Mais la baisse du chasse, effectivement, profite au Likoud. Profite au Likoud, évidemment. Quelques mots, le Dror Even Sapir, pour conclure avec les élections primaires qui vont se tenir au Likoud demain soir. Oui, mais juste un dernier mot sur le sondage, c'est important. Il y a un côté trompeur dans ce sondage. Il a été fait uniquement auprès d'Israéliens juifs. Et c'est vraiment problématique. 11 mandats sont attribués dans ce sondage aux partis arabes. Malgré leur divergence idéologique, s'ils parviennent à créer une liste commune, ça peut remobiliser un électorat qui est en général assez abstentionniste. Et ça peut changer toute la donne dans la classe politique israélienne. Une partie votait pour le chasse, d'ailleurs. Une partie votait pour le chasse, c'est vrai. Maintenant, oui, demain, un rendez-vous important, les élections primaires au Likoud. Pour la présidence de Likoud, et là bien évidemment Benjamin Netanyahou est assuré de l'emporter contre Dani Danon, son principal concurrent, mais aussi les élections qui vont déterminer quelle sera la liste que le Likoud va présenter aux électeurs le 17 mars prochain. Et là c'est important, il y a deux inquiétudes au Likoud, Cyril. La première, c'est que la liste soit un petit peu trop terne, manque de vedettes. Et Moshe Kahlon est parti, on l'a vu. Gideon Sa'ar, qui était considéré comme le dauphin de Netanyahou également. Il n'y a pas vraiment de personnalités issues de la société civile qui peuvent attirer des électeurs. Donc une liste d'apparatchiks en quelque sorte, qui peut profiter à Naftali Bennett, qui lui a le vent en poupe et qui a réussi à rassembler autour de lui des personnalités considérées comme charismatiques, qui peuvent attirer des électeurs. Y compris des laïcs. Y compris des laïcs, le journaliste Sinan Magal, le dernier en date.
L'autre crainte au Likoud, très rapidement, c'est d'une liste trop radicale, trop à droite. Et là, ça pourrait profiter à Moshe Kachlon qui s'est recentré. Merci Dror Ben Sapir, merci Mickaël Bartzvi. À suivre dans votre morning, on parlera évidemment de la Grèce et de cette nouvelle crise politique qui inquiète grandement les instances européennes. A tout de suite. Troisième partie du morning, à présent on va s'attarder sur la Grèce où le Parlement n'est pas parvenu hier à élire un nouveau président de la République. Un scrutin anticipé aura donc lieu dans un peu moins d'un mois, une élection qui pourrait porter au pouvoir le parti anti-austérité Syriza. Les explications de Léa Berduco. Conséquence de l'échec de l'élection présidentielle, les Grecs vont devoir se rendre aux urnes plus tôt que prévu. Et ce n'est pas la seule implication. Le Fonds monétaire international vient d'annoncer la suspension de son aide à la Grèce. En effet, les créanciers sont plus qu'inquiets. Le parti de gauche, Syriza, qui prône l'annulation des plans d'austérité, est donné favori lors des prochaines élections. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour la Grèce. Les députés et les partis d'opposition ont prouvé qu'il n'est pas possible de faire du chantage avec la démocratie. Un enthousiasme critiqué par la majorité. Pour le parti Alliance démocratique, allié du parti du Premier ministre, rien n'est encore joué. L'opposition a contraint aujourd'hui des élections contre la volonté du peuple grec. Des élections qui ont eu lieu lors du pire moment possible pour l'économie du pays. En s'appuyant sur les sondages, il croit être en tête dans ces élections. Il se trompe. Des élections qui, selon le Premier ministre Antonis Samaras, seront les plus décisives depuis des décennies et elles risquent de raviver des mauvais souvenirs. En 2012, la crise de la dette avait failli faire exploser la zone euro. Depuis 2010, la Grèce est dépendante de ses créanciers internationaux, l'Union européenne, la Banque mondiale et le FMI. Ces instances se sont engagées à lui prêter 240 milliards d'euros en échange d'une austérité drastique. Ces mesures sont considérées comme punitives par de nombreux Grecs qui doivent également faire face à un chômage à plus de 25%. Voilà, on va rejoindre par téléphone Alberto Toscano. Vous êtes journaliste et écrivain italien, mais également docteur en sciences politiques. Cher confrère, comment vous expliquez que le Parlement grec ne soit pas parvenu à élire pour la troisième fois consécutive un président de la République ? Les Grecs ont fait des sacrifices énormes. Maintenant, la société grecque est bouleversée par les conséquences de ces sacrifices et tout ça se reflète dans le secteur de la politique. Et le parti de M. Tsipras, parti de la gauche radicale, aujourd'hui est crédité par le sondage de 28% dans les élections anticipées du 25 janvier. Il a refusé tout compromis et aujourd'hui, il espère arriver en tête et donc décider des prochains équilibres politiques du pays. C'est un jeu très délicat. La Grèce traverse une situation difficile et l'Europe entière peut subir les conséquences de cette crise à l'occasion de négociations qui auront lieu au mois de février, probablement, pour rétablir un accord entre la Grèce, la Commission et le Fonds monétaire international. Alors justement, Alberto Toscano, vous parliez de ce parti anti-austérité Syriza qui est crédité de 29% des suffrages. Pourquoi ce parti inquiète-t-il autant les instances européennes ? Justement parce qu'il refuse les compromis qui ont eu lieu jusqu'à présent pour la redéfinition de la dette publique de la Grèce. En soi, cette dette n'est pas énorme, mais la Commission européenne et l'Allemagne, c'est-à-dire tous les orthodoxes les plus déterminés de la doctrine de la rigueur et de l'austérité, refusent de concéder à la Grèce un peu d'oxygène pour que le remboursement de cette dette soit étalé d'une façon plus facile
pour Athènes de ce qui a été jusqu'à présent. Le cas grec est devenu un peu le révélateur d'une bataille politique qui se joue en Europe entre les prophètes de l'orthodoxie allemande et les prophètes d'une certaine flexibilité, c'est-à-dire la France et l'Italie en particulier. Alberto Toscano, est-ce qu'on doit s'attendre à un risque de contagion à d'autres pays où on a constaté une poussée des populismes? La contagion en termes politiques a déjà eu lieu et elle a été quelque part limitée comme les résultats des élections européennes du mois de mai dernier ont montré. On craignait beaucoup pire en termes de populisme. En réalité, le seul pays de la zone euro où les populistes sont arrivés en tête est la France, à travers la victoire de Mme Le Pen. Mais ce résultat a été dû à des considérations de crise politique française plus que de politique européenne. La contagion dont n'est pas probable, par contre, il y aura très probablement une crise politique très sérieuse en Europe entre, comme je disais tout à l'heure, ceux qui veulent un peu plus de flexibilité et ceux qui veulent empêcher cette flexibilité, c'est-à-dire les prophètes de la rigueur, surtout l'Allemagne de Mme Merkel. Alberto Toscano, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain italien, docteur en sciences politiques. M'a rejoint sur ce plateau Michael Gabé, vous êtes économiste. Bonjour, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors les marchés sont inquiets, l'Europe également, c'est une menace à double tranchant. Quels sont les risques d'une nouvelle dégringolade des valeurs grecques? Alors aujourd'hui, la Grèce, c'est... après les crises qu'on a vécues il y a 2-3 ans, est aujourd'hui un espèce d'îlot financier. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus aucune implication réelle financière internationale de la Grèce. La Grèce est sous perfusion en termes d'aide et d'argent. Tous ses prêts, tous ses emprunts, aujourd'hui, tout ce qu'elle emprunte comme argent est essentiellement donné par la BCE, par les instances européennes. La BCE permet aujourd'hui à la Grèce d'emprunter à 1,5% de l'argent, alors que s'il devait s'affronter à la dure réalité des marchés, il serait à des taux au moins avec 2 chiffres. On estime à 10-15% les primes que la Grèce devrait payer sur des emprunts à 10 ans. Donc c'est un peu c'est le jeu des populistes de toute façon, c'est toujours dans l'échiquier politique. On se dit on va faire ceci, on va faire cela. Dans les faits, la Grèce a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Elle ne peut pas financer une politique d'expansion, elle ne peut pas financer des dépenses publiques parce qu'il n'y a personne pour lui prêter de l'argent. Les seuls qui pourraient éventuellement prêter de l'argent à la Grèce, ce sont les Grecs eux-mêmes, et ils ne sont pas forcément en position de pouvoir acheter des emprunts immobiliers pour financer la dépense publique. Alors justement, parmi ces créanciers, il y a évidemment le Fonds monétaire international qui a annoncé face à cette crise politique qu'elle suspendait son aide. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de pression qui peut fonctionner? C'est tout un jeu c'est beaucoup de jeux d'annonces. C'est le jeu politico-financier. On fait des annonces, on fait des effets de manchette. Le président, enfin le leader du parti extrémiste de Syriza a déjà annoncé qu'il ferait rien pour sortir de l'euro. Parce qu'il sait parfaitement que sans cette aide... On n'est pas encore dans le Grexit annoncé. Non, on est très très loin de ça. La Grèce, et même si ça arrivait... La Grèce est tellement à part et tellement à l'écart et tellement isolée en termes économiques et financiers que ça n'aurait pas un impact énorme sur la Grèce, sur l'Europe. D'ailleurs, on le voit, la bourse d'Athènes a dévissé de 10% avant-hier, 4% hier. Les bourses européennes ont fini quasiment à l'équilibre. L'euro se maintient par rapport au dollar autour des 1,21, 1,22. On n'a pas vu hier quelque chose de particulier en termes de mouvement. Donc c'est tout ça qui fait qu'on ne voit pas quelque part la crise financière grecque avoir un côté endémique et c'est-à-dire d'autres pays. Ce parti anti-austérité, il prétend vouloir renégocier les conditions très dures de la Troïka. Ça veut dire quoi, renégocier ces conditions? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des prêts à conditions. Ça veut dire que le FMI, enfin les instances internationales leur disent voilà, on est prêt à vous prêter de l'argent, mais cet argent doit aller à différentes tâches et vous devez garder un équilibre entre votre entrée, entre le budget, la partie des impôts, et les dépenses. C'est-à-dire que garder un déficit qui soit le plus petit possible. On appelle ça l'austérité, d'autres appellent ça le bon sens. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a.
La Grèce a vécu pendant des années au-dessus de ses moyens. C'est sûr que on compare souvent les taux d'intérêt à un peu comme une drogue. Pouvoir emprunter de l'argent pour un pays, à un moment, ça devient une drogue dont on ne peut plus vraiment se passer. On a l'impression que c'est normal d'emprunter, on a l'impression que c'est normal de vivre au-delà de ses moyens, alors qu'à un moment, la dure réalité des choses dit, quand on emprunte de l'argent, à un moment ou l'autre, il faut pouvoir le rembourser. Alors, est-ce que la population grecque, elle est encouragée par cette politique d'austérité? Est-ce qu'on commence à voir le bout du tunnel, finalement, en Grèce? Alors, de manière paradoxale, la Grèce est le pays de la zone euro qui a la plus forte croissance en 2014. On parle de 0,7%. Encore une fois, c'est pas énorme, mais bon, quand la France est à 0 et que même l'Allemagne est à 1,5%, on sent que quelque part la Grèce commence petit à petit à sortir de la crise. C'est évident que je ne pense pas qu'aujourd'hui, injecter des liquidités, augmenter les dépenses, etc., fasse du bien à un pays qui arrive enfin à voir le bout de la crise. Le problème du chômage reste extrêmement problématique. Il faut espérer que la baisse de l'euro, qui n'a pas grand-chose à voir avec le problème qui se passe en Grèce, puisse profiter justement à la Grèce par rapport à sa main-d'œuvre, etc., pour faciliter les investissements étrangers qui pourraient amener un peu de croissance. Cette instabilité politique et cette annonce de scrutin anticipé, est-ce que finalement elle ne montre pas les limites du pouvoir européen qui tente de stabiliser depuis un an maintenant l'économie d'un de ses pays membres qui est au bord de la déroute? C'est le problème du populisme en fait. C'est-à-dire que ça fait jamais plaisir à personne qu'on vous dise voilà, il faut serrer la ceinture, il faut faire des économies, il faut arrêter de vivre comme vous viviez avant, il faut prendre conscience des réalités des choses. C'est là-dessus que ces partis populistes, toujours à chaque fois, mettent le point. De toute façon, c'est évident que si un peuple, on lui dit voilà, moi, ma politique, c'est de toujours tirer la ceinture, et on lui dit mais non, avec moi, on va augmenter les dépenses et ça va revenir ça va être la fête. C'est sûr qu'on va voter pour le deuxième, même si, dans les faits, on se rend compte que ce genre de politique, c'est ça qui les a amenés dans le mur il y a 2 ans, et c'est ça qui amène d'autres pays à chaque fois à la banqueroute, c'est de vivre au-dessus de ses moyens et de se voir plus beau que ce qu'on est. Les politiques expansionnistes, elles doivent avoir un but. Elles doivent avoir, ce sont des investissements, c'est sur le long terme. Quand on dépense de l'argent qu'on n'a pas quand on est un pays, il faut que cet argent nous rapporte plus tard. Dépenser pour dépenser, c'est jamais une politique qui est viable à long terme. Michael Gabé, dernière question. Pourquoi l'Europe est-elle à la traîne alors que l'économie américaine, elle se porte plutôt bien avec de belles perspectives? C'est la réaction retardataire, c'est-à-dire que moi j'aime bien voir l'image du couple Draghi-Yellen, c'est-à-dire que c'est un passement de relais. Au moment où la Banque centrale américaine annonce l'arrêt des achats, c'est-à-dire de manière progressive, mais ça y est, depuis quelques mois, les Américains n'achètent plus, il n'y a plus d'injection de liquidité dans les marchés. L'Europe, enfin la BCE, arrive à prendre conscience que finalement ce que les Américains ont fait pendant 3 ans porte ses fruits aujourd'hui. Il serait peut-être temps de commencer à le faire. C'est évident que l'Allemagne est un frein à une politique agressive en termes de monnaie, parce que l'Allemagne aime les taux d'intérêt élevés, l'euro fort, etc. Mais on voit que ça a coûté énormément de points de croissance d'avoir un euro aussi fort. Donc Draghi a décidé enfin de lâcher en fait un petit peu les chevaux. Merci Michael Gabé, je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout à fait autre chose à présent, elle était autrefois florissante, mais aujourd'hui la communauté chrétienne de la bande de Gaza ne compte plus qu'un petit millier de fidèles. Un constat d'autant plus alarmant que les islamistes de l'enclave palestinienne n'offrent aux chrétiens que des alternatives tout autant terribles, l'exil, la mort ou encore la conversion forcée. Gaza, chrétien en danger, c'est un reportage d'Enrique Zimmerman pour i24 News. Le pape François est inquiet à propos de la situation des chrétiens au Moyen-Orient. De plus en plus de fidèles abandonnent la région en raison des conflits qui l'embrasent, de la pression islamique et de problèmes économiques. Dans la ville palestinienne de Bethléem, la fête de Noël a été célébrée dans la joie. La ville natale de Jésus n'a jamais accueilli autant de pèlerins. Plus de 2 millions de visiteurs en 2013. Néanmoins, les autorités cléricales reconnaissent que la condition des chrétiens en Irak, au Liban, en Syrie et à Gaza est critique.
En Syrie, Al-Qaïda s'est rendu dans les églises, notamment dans la région d'Alep, et a interdit de faire sonner les cloches et les processions de Noël. Nos hommes d'église ont peur qu'on ne leur tranche la gorge. En 2007, le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza suite à un coup d'État. Le général Tarazi nous a décrit les attaques menées contre les chrétiens par les islamistes extrémistes et nous a dit avoir lui-même reçu des menaces de mort. Ceux qui nous ont attaqués étaient des islamistes masqués et armés. Nous ne savons pas s'ils appartenaient au Hamas ou à un autre groupe. Mais c'est un seul et même mouvement sous différents noms. Ils sont tous guidés par le Coran. Après la prise du pouvoir du Hamas, l'un de ses leaders a écrit un article dans le journal disant que les chrétiens devaient savoir que Gaza entrait dans une nouvelle ère, l'ère d'un gouvernement islamiste pur et dur. Les filles de Tarazi, Tara 18 ans et Laris 15 ans, racontent qu'à l'université islamique de Gaza, on oblige les étudiantes chrétiennes à porter le voile. Ma sœur a demandé, mais si je suis chrétienne, pourquoi dois-je me voiler? Elle portait alors un pendentif en forme de croix. On lui a dit de cacher la croix, mais elle a ignoré ce conseil. Ils n'aiment vraiment pas les chrétiens. Pour eux, la Palestine est un pays islamiste et les chrétiens n'ont rien à y faire. C'est pourquoi ils les tuent ou les convertissent à l'islam. Sur les 6000 chrétiens qui vivaient à Gaza il y a quelques années, il n'en reste plus que 1000. Gaza chrétien en danger, vous pourrez revoir ce reportage en VOD sur notre site, une émission présentée par Stéphane Calvo. À suivre dans un moment, après un nouveau journal, le best-of du web 2014 présenté par Rudy Saada. On se retrouve tout de suite après. Quatrième et dernière partie de ce morning, nous en rejoint sur ce plateau Sandy Fortis, bonjour, chroniqueuse culture ce matin, et Rudy Saada qu'on ne présente plus, qui va nous faire le best-of aujourd'hui et qui a collecté pour nous donc le meilleur du web 2014, Rudy. Oui, mais on va commencer quand même par une petite panne qui nous vient de Chine. Si vous envoyez des vœux à vos amis chinois et qu'ils ne vous répondent pas, eh bien c'est peut-être pas de leur faute. Le blog Big Brother hier nous apprend que depuis vendredi 26 décembre, les autorités chinoises ont bloqué l'accès à la messagerie et à certaines recherches donc dans tout le pays. Alors déjà, il faut savoir que Google et la Chine, c'est une histoire qui est compliquée. Il y a 4 ans, Google quitte la Chine pour s'installer du côté de Hong Kong. À l'époque, Google en avait assez du contrôle de la censure chinoise sur son moteur de recherche et a donc déménagé ses serveurs et ses bureaux du côté de Hong Kong, qui appartient évidemment à la Chine, mais qui bénéficie d'un statut différent où le contrôle du net est moins drastique. Et on apprend donc que depuis le 26 décembre, de nombreux internautes chinois n'ont plus accès à leur boîte Gmail et à de nombreuses recherches Google, une baisse du trafic que vous regardez, que vous pouvez constater sur ce graphique où on voit donc tout à droite la baisse énorme du trafic vers Google et les boîtes Gmail du côté de la Chine. Mais est-ce qu'on est sûr que l'attaque provient directement du gouvernement chinois? Alors Google, via un porte-parole, parle de perturbations. Ils disent qu'en tout cas les perturbations ne viennent pas de chez eux et ça ils en sont sûrs. Et l'agence de presse Reuters de son côté nous apprend que ces pannes pourraient être liées à la mise en place d'un nouveau pare-feu par les autorités chinoises. Donc cela semble être clair, même si un porte-parole du gouvernement chinois avoue n'avoir aucune explication sur ce bouclage. Et la Chine est bloquée entre le fait de devoir accueillir ces grandes compagnies du net et avec tous les investisseurs que ça implique, et aussi de régler et de gérer le trop-plein de liberté d'expression. Et cela pourrait mener des mouvements comme on en a connu justement à Hong Kong il y a quelques semaines. Allez Rudy, on regarde un peu dans le rétroviseur de l'année 2014. Vous avez sélectionné pour nous les meilleurs selfies.
pour vous aussi. Oui, pour nous, pour tous, pour tout le monde. Alors demain s'achève 2014 et donc la discipline selfie, elle date de 2013, mais elle est devenue complètement incontournable en 2014, surtout dans le monde diplomatique et dans le monde politique. Le Huffington Post a voulu résumer en selfie, ou plus précisément en photos de personnalités qui se prennent des selfies. Il y en a 5 ans, je vous ai sélectionné quelques-unes qui représentent l'année. Alors on va déjà commencer par ceux qui sont rompus à l'exercice et qui l'ont quasiment inventé. Là, on voit évidemment le pape François qui a été une des premières personnalités mondiales à faire un selfie. T'es chez les scouts là Non, c'était au Vatican. Là, c'est au Tchad, je crois. C'est au Tchad. C'est Manuel Valls en janvier dernier. On va continuer avec Marine Le Pen à Hénin-Beaumont qui elle a l'air inquiète. Elle a l'air inquiète, elle ne comprend pas ce qu'est cet appareil. Elle connaît peut-être pas le selfie. Bah voilà, en tout cas je crois que c'était son premier selfie, donc elle joue le jeu tant bien que mal. Angela Merkel qui, plus inattendu, se prête au jeu du selfie. Ça, c'était en Allemagne. Légèrement même. Là. Oui, non, elle sourit. Alors ils ont mis 2 selfies, un selfie où elle ne comprend pas trop. Alors là, celui-là c'est peut-être le meilleur. C'est la reine Elisabeth qui cette année s'est mise à Twitter. On va en parler dans un instant. Et là sur cette image, elle ne comprend pas trop ce que fait ce jeune. Encore plus surprenant, le Dalai Lama qui lui aussi se prête avec un grand sourire au jeu du selfie. Et on va terminer avec d'autres selfies. Un selfie qui résume évidemment l'événement sportif de l'année. C'est Lukas Podolski et Bastian Schweinsteiger, je l'ai dit, deux membres deux membres de l'équipe d'Allemagne qui ont remporté la Coupe du Monde. Et donc juste après leur victoire, ils ont eu droit au selfie. Et là, on se demande comment il a caché son iPhone pendant le match. Il est allé sûrement le chercher. Je pense pas qu'il l'avait quelque part dans son short. Il est allé le chercher pour aller prendre ce selfie historique. Et puis un autre selfie, le plus étonnant de l'année pour moi, c'est celui-ci. C'est celui d'un astronaute américain qui a pris ce selfie dans l'année et qui nous l'a envoyé. Donc, voilà, on est tout petit en bas. Qui résiste à la gravité. Absolument. Bon. Allez, on reste dans la rétrospective, mais cette fois-ci version Twitter. Oui, alors Google, Facebook, YouTube, tout le monde a sorti là, dans la dernière quinzaine de décembre les rétrospectives en images, mais alors Twitter a voulu faire plus original avec une rétro 2014 en tweet à travers les hashtags qui ont fait l'actualité cette année. Je vous invite à consulter car il est vrai que la force de diffusion d'un hashtag est devenue en 2014 un vrai indicateur des tendances mondiales et même des opinions mondiales. Alors regardez cette animation, c'est une animation qui à la base est interactive. Vous pouvez faire scroller l'image, c'est-à-dire que vous passez de bas en haut. Regardez, donc à chaque bulle correspond un événement de l'année, mois après mois. Donc là par exemple on est en janvier, février, et puis la taille des bulles représente le nombre de tweets. Par exemple, voilà un des événements qui a le plus marqué les internautes cette année, c'est la disparition du comédien Robin Williams. Et si vous cliquez sur ces bulles, là vous arrivez en fait sur le flot de tweets qui correspondent à l'événement, et donc ça vous permet de vous replonger directement dans les événements. Alors par exemple là j'ai sélectionné Royal Tweet, puisqu'il faut savoir qu'en 2014 la reine Elisabeth a fait son apparition sur Internet Twitter, avec le compte officiel de la royauté, Britannic Monarchy, et là on la voit envoyer son premier tweet. Donc vous pouvez y passer la journée. C'est une manière très intéressante de revoir l'année, puisque ça nous permet de voyager dans les thèmes qui nous ont le plus marqué et de revenir sur les tweets les plus importants de l'année. Donc selfie et tweet, instrument du pouvoir politique visiblement. Bravo Rudy Seada, merci et bonne fin d'année. Et à demain on continuera les rétrospectives. Ça sera pas moi demain, mais on se verra très certainement l'année prochaine. L'année prochaine, comme on dit. À tout de suite. Bon, alors sans transition, on parlait tout à l'heure en début d'émission de ces tentatives palestiniennes pour faire reconnaître leur État. Et bien dans le nord d'Israël, figurez-vous qu'un groupe de pacifistes israéliens, arabes et juifs envisage aussi l'établissement d'un État, une communauté autonome plus exactement, qui prône le pacifisme donc, mais aussi le véganisme et la défense de l'environnement. Je vous propose d'écouter cette belle utopie racontée par Uri Shapira et Julia Ganassia. Au moment où les Palestiniens réclament un État indépendant, un groupe d'Israéliens, juifs et arabes, s'est réuni au fort de Nabi Yusha dans le nord du pays pour discuter d'une idée peu ordinaire, l'établissement d'un État autonome au sein du territoire israélien. Je ne vois aucune perspective de changement en Israël. Les politiciens sont tous les mêmes. Tant que ce système perdure, il n'y aura aucun changement. Je désespère, je veux vivre ici et je veux vieillir dignement.
La hausse du coût de la vie, la politique du gouvernement et le conflit israélo-palestinien ont fait germer dans l'esprit de Tamar Hoffman une idée originale, celle d'une communauté extraterritoriale libérale. À l'origine, Tamar étudiait la possibilité de fonder sa communauté à l'étranger, comme dans la Ribera Sacra espagnole. Mais dernièrement, c'est dans le nord d'Israël que le groupe envisage de s'installer, peut-être même à la frontière libanaise. Aujourd'hui, grâce à la technologie, notre survie ne dépend pas des autorités étatiques. J'entrevois une communauté autogérée où chacun choisit sa propre identité. Si l'une des sous-communautés choisit de pratiquer le judaïsme, elle pourra le faire. Si une autre veut abolir l'utilisation de la monnaie, elle n'en aura plus. Le groupe est politiquement axé à gauche, ce qui en ferait le premier groupe pacifique à fonder une implantation à l'opposé des implantations de Cisjordanie. La plupart des membres ont plus de la soixantaine. Malgré une vision des choses somme toute honorable, les divisions restent profondes. Tandis que certains veulent fonder leur communauté le plus tôt possible, d'autres préfèrent établir un cadre social et politique assez large pour entamer la construction des premières habitations. Le principe est extrêmement simple. Je ne pourrais mettre en œuvre cette idée dès demain. J'attends simplement que nous soyons plus unis. Celle qui parlait des 500 000 personnes, c'est n'importe quoi. Allez, culture à présent avec vous, Sandy Fortis, rebonjour. Alors on sait que les fêtes de fin d'année sont souvent agrémentées de nombreux concerts et de spectacles. Aujourd'hui, le show qui fait l'événement en Israël, c'est quoi ? C'est un concert de musique classique. Il est joué par l'Orchestre Philharmonique israélien et conduit par le célèbre chef d'orchestre Yoel Levi. Alors, je vous propose d'en écouter un court extrait avant d'en parler un peu plus. Allons-y. Donc il s'agit là de la suite symphonique des planètes de Gustav Holst, mais vous avez pu remarquer une petite particularité, on en reparlera après. J'aimerais d'abord expliquer pour ceux qui ne le savent pas qui est Yoel Levi. Donc c'est un chef d'orchestre qui est né en Roumanie mais qui a grandi ici en Israël. C'est d'ailleurs ici qu'il a fait son éducation musicale. À 28 ans déjà, il remportait le premier prix des jeunes chefs d'orchestre. Alors tout au long de son parcours, il a assisté les plus grands, notamment il a été l'assistant de Lorin Maazel, autre grand chef d'orchestre. C'est aussi un grand passionné de Gustav Mahler. Il a dirigé aux 4 coins du monde, donc en Israël, en France, en Corée, un peu partout, et il détient désormais la nationalité américaine. Et qu'est-ce qu'il a amené, Sandy Fortis, en cette fin d'année 2014 en Israël ? Donc Yoel Levi est de retour chez lui, à la maison, comme il le dit, pour une série de concerts donc avec le Philharmonique israélien. C'est une tournée qui a débuté à Haïfa, qui s'est poursuivie à Jérusalem et qui est actuellement à Tel Aviv, au Eichel HaTarbout. C'est un concert très particulier où il joue notamment le concerto numéro 1 de Brahms et cette suite symphonique des planètes de Gustav Holst. Je crois que vous voulez vous attarder justement sur ce morceau. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Alors déjà, pour parler rapidement, Gustav Holst est un compositeur britannique du 19e siècle qui n'est pas très connu du grand public, mais cette suite symphonique-là a cette fois-ci quelque chose de particulier. Elle est accompagnée d'images de planètes tournées par la NASA et donc prêtée pour l'occasion et projetée sur un grand écran derrière l'orchestre. Vous avez pu l'apercevoir dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant. Moi, j'ai assisté aux répétitions. Déjà, là, ça vous prenait. Alors, je vous propose d'en regarder un autre petit morceau, juste plaisir. Pour le plaisir. Allez, Sandy Fortis, je profite que vous soyez sur notre plateau. Vous êtes notre spécialiste culture. Qui, selon vous, a marqué la planète culture en 2014 ? Alors, il faut dire que 2014 a été quand même assez riche en événements culturels. Mais si je dois choisir une personnalité qui sort du lot, c'est évidemment
Banksy, ce street artiste si mystérieux. Alors il sévit depuis les années 90 et même s'il a souvent fait la une des médias, ça a notamment été beaucoup le cas en 2014, on ne connaît toujours pas son identité. La chaîne américaine HBO avait d'ailleurs diffusé en novembre un documentaire réalisé en grande partie à partir de milliers de vidéos postées sur les réseaux sociaux, mais toujours pas de Banksy en vue. Regardez. Alors, à chaque fois, de vieilles théories sur son identité ressurgissent, notamment lors de cette diffusion du documentaire Banksy Does New York, donc de HBO. Les thèses les plus fantasques étaient ressorties, comme par exemple, et si Banksy était une femme? Mais on le voit jamais à l'œuvre, en fait, on le voit jamais. Mais non, justement, parce qu'en fait, il s'est toujours opère pendant caché. la nuit ou caché. Il opère la nuit, il opère caché, et c'est après seulement que ses œuvres sont remarquées. Il poste aussi, lui, des vidéos, il avait lui aussi réalisé un documentaire, mais il ne se montre jamais. Et donc, si Banksy était une femme, c'était Kristen Capps du site CityLab qui avait relancé cette théorie. À coup d'arguments sexistes, le journaliste essayait de convaincre le public de faire croire donc que Banksy faisait en fait partie de la gente féminine et que c'était la raison pour laquelle on avait tant de mal à définir son identité. Une théorie, j'avoue, un peu bancale quand même. Alors pourquoi il souhaite préserver l'anonymat? Tout simplement parce que son art est illégal. C'est simple, le jour où l'identité de Banksy sera révélée sera le jour où il devra arrêter de travailler. Ça avait d'ailleurs fait l'objet d'un gros canular. Le site National Report, spécialiste des hoax, avait fait le buzz en propageant sur Internet la rumeur de son arrestation. Alors le 20 octobre dernier, le site avait annoncé que la police de Londres avait mis en garde à vue Banksy pour notamment vandalisme. Il avait aussi révélé son identité. Il s'était agi de Paul Horner, 35 ans, originaire de Liverpool, avec photos et vidéos à l'appui. Tout était complètement faux, évidemment, mais ça a tout de même fait le tour de la toile. L'information a été reprise par de nombreuses sources. L'article du National Report avait été partagé plus de 2 millions de fois sur Facebook et le hashtag Banksy avait été propulsé au sommet des trending topics sur Twitter. J'imagine qu'il fait partie du petit récapitulatif de Twitter. Banksy, son identité, chaque année, excite Internet et à chaque année, il y a cette fausse rumeur de l'arrestation avec ces photos, effectivement. Et là, dans le fond, déjà, première chose à dire sur lui, c'est qu'il sait très bien gérer les réseaux sociaux et créer le buzz et le mystère. Et puis surtout, il nous invite quelque part artistiquement à vérifier toutes les informations, puisque chaque année, et ça venait d'un site qui est faux, qui dit qu'il est faux, et puis finalement 2 millions de partages et on croit que c'est une vraie information, donc il y a une vraie réflexion derrière ça. Merci Rudy Sada, merci Sandy Fortis. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Je vous laisse en compagnie de Nathalie Nagar et d'un nouveau journal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine ou l'année prochaine, même heure évidemment. Soyez au rendez-vous car vous savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Très bonne année 2015 à vous tous, ne bougez pas.